Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le Togo envisage l'ouverture d'une ambassade à Ankara en Turquie. Les deux pays ont entamé des discussions dans ce sens après l'ouverture de la chancellerie turque à Lomé en avril dernier. Les éleveurs somaliens en danger, les effets conjugués du changement climatique et de la guerre civile contraignent les éleveurs nomades à abandonner leur mode de vie. Et coup dur pour l'Afrique. 14 athlètes africains ont été écartés des épreuves d'athlétisme des Jeux Olympiques de Tokyo, et cela en raison des failles dans le respect des règles en matière de contrôle anti-dopage. Mais tout d'abord, au Tchad, la feuille de route du gouvernement de transition a été dévoilée ce jeudi 29 juillet en Conseil des ministres. Celle-ci révèle que le coût des actions à mener d'ici à la fin de la transition est estimé à plus de 840 milliards de francs CFA. Cette feuille de route sera financée par le budget de l'État, mais aussi par les apports des partenaires au développement du pays. Notons qu'un dialogue national inclusif est prévu à la fin de l'année et les élections devraient se tenir entre juin et septembre 2022. Renforcement des relations diplomatiques entre le Togo et la Turquie. Les deux pays ont entamé des discussions en vue de l'ouverture prochaine d'une ambassade du Togo dans la capitale turque Ankara. Un projet qui succède à l'ouverture de la chancellerie turque à Lomé le 6 avril dernier. La Turquie confirme ainsi son ambition d'être de plus en plus active sur le continent africain. Un sujet de Joël Ballot. L'ouverture prochaine de l'ambassade du Togo à Ankara faisait partie des nombreux sujets abordés durant 4 jours entre le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, et son homologue turc, Mevlut Cavusoglu. Pour ce faire, les autorités turques ont mis à la disposition du Togo une parcelle de terrain pour la construction de la chancellerie. Le rapprochement Togo-Turquie procède d'une logique toute simple, c'est que la Turquie est dans une diplomatie économique extrêmement active. C'est une continuité dans la stratégie de ce pays d'aller vers d'autres cibles. Je pense qu'aujourd'hui, Robert Dussé incarne depuis plusieurs années maintenant la diplomatie togolaise et c'est une volonté d'aller plus loin dans ce dispositif de diversification des partenaires. Les échanges sur les questions d'ordre régional ont aussi porté sur la situation économique et sécuritaire au Sahel. Les deux pays se sont dit déterminés à mettre en œuvre l'accord de coopération économique et commerciale avec l'ouverture d'une liaison aérienne entre les deux capitales desservies par Turkish Airlines. De même, il sera question de soutenir les efforts de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent afin de rétablir une paix durable dans cette région. Je pense que la Turquie, dans cette stratégie, s'appuie aussi sur des outils comme sa compagnie aérienne. C'est un pays qui ne renacle devant rien pour pouvoir obtenir des marchés. Cette seconde visite de travail du chef de la diplomatie togolaise en Turquie illustre la ferme volonté des deux gouvernements d'accélérer le processus du renforcement des relations diplomatiques et économiques. En rappel, le 6 avril 2021, le gouvernement turc a inauguré son ambassade à Lomé, au Togo. Également dans l'actualité, la défense de François Compaoré, frère de l'ancien président burkinabé, essuie un camouflet. Le Conseil d'État en France, où François Compaoré vit en exil, ne s'oppose pas à son extradition vers le Burkina Faso. La plus haute juridiction administrative française a estimé que la vie du frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré n'était pas menacée au Burkina Faso, ce qui n'est pas l'avis de ses avocats qui estiment que leur client n'aura pas le droit à un procès juste et équitable dans son pays. Rappelons que François Compaoré est soupçonné par la justice burkinabé d'avoir joué un rôle dans le meurtre du journaliste Norbert Zongo en 1998.
Les autorités tanzaniennes changent d'avis face à la troisième vague de contamination à la Covid-19. Ce pays d'Afrique de l'Est a finalement débuté sa campagne de vaccination ce 28 juillet. La raison de ce retard, le scepticisme affiché par les autorités pendant des mois autour du coronavirus. Le changement de régime explique le changement de cap décidé par la nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan qui a succédé au défunt président John Magufuli. Les explications de Alexandre Ondoa. Le gouvernement tanzanien change de cap. La campagne vaccinale contre la Covid-19 a débuté ce mercredi 28 juillet. Le 27 janvier dernier, l'ancien président défunt John Magufuli avait qualifié les vaccins de potentiellement dangereux. L'ex-chef d'État avait également appelé les autorités sanitaires à ne pas se précipiter pour vacciner la population. Si ces gens étaient capables de découvrir un vaccin contre le coronavirus, ils auraient pu en trouver pour le paludisme, le cancer, la tuberculose ou le VIH. Ces vaccinations qu'on nous vante sont dangereuses pour notre santé et le ministère de la Santé ne devrait surtout pas se précipiter. Une posture de déni avec laquelle la nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan a décidé de rompre. Le chef de l'État a reçu sa première dose de vaccin contre la Covid-19. La présidente tanzanienne prend ainsi ses distances avec son prédécesseur concernant la vaccination. Elle a été rejointe par le Premier ministre, le juge en chef et d'autres dirigeants pour encourager la population à faire de même. Je ne risquerai pas ma vie en prenant ce vaccin. J'ai accepté de mon propre gré de me faire vacciner, sachant en tout cas que je vis avec de nombreux autres vaccins dans mon corps depuis 61 ans maintenant. La semaine dernière, la Tanzanie a reçu son premier lot de plus d'1 million de vaccins Johnson & Johnson. En juin, le pays avait rejoint le programme mondial de partage de vaccins. Sécheresse, inondations, invasion de criquets, les aléas climatiques se multiplient en Somalie, ce qui contraint les activités des éleveurs nomades qui doivent également subir les effets de la guerre civile. Une situation qui inquiète le Comité international de la Croix-Rouge. Plus de détails avec Alexandre Ondoa. Le Comité international de la Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme. Les éleveurs nomades somaliens abandonnent de plus en plus leur mode de vie en raison de l'instabilité climatique, des inondations et des épisodes de sécheresse à répétition. Pour ce berger somalien, il devient de plus en plus difficile de nourrir ses animaux. Nous avons perdu 50 animaux. Ils étaient 70. 50 sont morts et il nous reste 20 chameaux. Certains n'ont plus de bétail. Entre la multiplication des aléas climatiques, la récente invasion des criquets et la crise sécuritaire, les éleveurs n'ont pas le temps de se remettre sur pied. L'instabilité engendrée par les conflits limite leur capacité d'adaptation et entrave leur déplacement et la recherche de nouvelles zones de pâturage. Depuis 3 décennies ou plus, la Somalie est en guerre civile. La Somalie est située en Afrique de l'Est. La Corne de l'Afrique, qui est connue être en termes de réchauffement climatique 2,5 fois plus rapide que le reste du monde. Cela a amené des événements météorologiques extrêmes. Ces événements météorologiques dus au réchauffement climatique sont des sécheresses, des inondations et des cyclones. Depuis 1990, les crises liées au changement climatique sont de plus en plus fréquentes en Somalie. Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré qu'il soutenait 11 000 familles laissées dans une situation précaire après une saison sèche prolongée en 2021. Au Nigeria, la Banque centrale a récemment annoncé qu'elle cesserait de vendre des devises aux bureaux de change. En cause, certains opérateurs des bureaux de change sont accusés d'alimenter le marché noir par des pratiques douteuses. Le point avec Marie-Raphaël Antolo. Vers la fin des ventes de devises aux opérateurs des bureaux de change. Au Nigeria, la Banque centrale a mis fin à la vente de devises aux opérateurs du bureau de change. Et pour cause, ces structures ont été identifiées comme des circuits de flux illicites de devises ainsi que pour la corruption. La mesure du gouverneur de la Banque centrale du Nigeria vise à établir un peu plus de transparence dans la gestion de ces devises. Là, vous savez très bien que la monnaie nationale du Nigeria s'appelle le Naira. Mais lorsque le Nigeria veut importer, par exemple, les pièces de rechange de certains engins qui sont utilisés localement, acheter certains médicaments qui ne sont pas fabriqués localement, ça se passe avec la monnaie étrangère, la devise notamment, ça peut faire le dollar, ça peut faire la livre sterling, ça peut être l'euro. Or, il se passe que certaines personnes achètent donc ces devises, demandent ces devises-là. Il a tendance à aller donc au marché noir où on va lui donner 595 francs. Selon le gouverneur de la Banque centrale nigériane, Godwin Emefiele, les organismes internationaux, y compris certaines ambassades et agences donatrices, ont été complices de transactions de change illégales, lesquelles ont entravé le flux de devises étrangères dans le pays. Par ailleurs, les banques sont mandatés pour vendre immédiatement et de manière transparente des devises aux clients qui présentent les documents requis.
Le marché de change au Nigeria est très dynamique. Alors, ses principaux défis, à mon sens, relèvent essentiellement de la statistique. Est-ce qu'il est possible de saisir le responsable ou alors l'association qui coiffe dans ces bureaux de change là et qu'on vous donne les statistiques au fil de l'eau? C'est-à-dire, le matin, on vous dit, nous avons comme stock de devises au pays 1000 milliards de dollars. Et puis, dans l'après-midi, c'est passé à 1300. Et demain matin, ça a plutôt chuté de 1400 parce qu'on a de 200, donc c'est redescendu à 1000 parce qu'on a procédé à des importations à l'étranger. Donc, le principal devise, pour moi, tient d'un système d'information transparent et efficace, capable donc de refléter, une fois qu'une requête a été opérée sur ce système d'information financier, le mouvement, d'abord le stock des devises, et en même temps le mouvement de ces devises. Pour combattre ce flux illicite de devises dans le pays, le gouverneur de la Banque centrale nigériane exhorte toutes les banques à créer immédiatement des guichets dédiés à la vente des devises aux clients. Selon le gouverneur de la Banque centrale nigériane, cette mesure n'est punitive pour personne car elle vise tout simplement à garantir à ce que la Banque centrale du Nigeria s'acquitte de son mandat légitime qui est celui de servir tous les Nigérians. Ils ont été écartés avant même d'avoir pu participer aux Jeux olympiques de Tokyo. 20 athlètes, dont 14 Africains, ont vu leur rêve de médaille brisé ce jeudi 29 juillet. Ces sportifs ont été évincés des épreuves d'athlétisme pour non-respect des règles en matière de contrôle antidopage. Le Nigeria paye un lourd tribut. Les précisions de Mildred Diamou. Performance peu favorable pour les athlètes africains aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Le 29 juillet 2021, 20 athlètes, dont 14 africains, ont été écartés des épreuves d'athlétisme de la compétition. Selon l'unité d'intégrité de l'athlétisme, 6 pays, à savoir la Biélorussie, l'Éthiopie, le Kenya, le Maroc, l'Ukraine et le Nigeria, n'ont pas rempli les conditions requises en matière de contrôle antidopage moins de 2 jours avant le début des épreuves. Alors il faut dire que ce phénomène n'est pas nouveau. On se souvient qu'avant même le début des Jeux de Londres, 107 athlètes furent écartés. Mais ce qui se passe à Tokyo est assez particulier car c'est l'athlétisme qui est touché de plein fouet. On sait que l'athlétisme est par excellence le creuseur de médailles pour l'Afrique. Souvenons-nous qu'au tableau final des derniers Jeux olympiques de Rio en 2016, le Kenya a été classé premier pays africain et 15e mondial avec 13 médailles au total, dont 6 en or. Donc lorsqu'on sait que de ces Jeux olympiques de Tokyo 2020, 34 des 66 espoirs de médailles africains viennent de l'athlétisme, on comprend véritablement que c'est un vrai coup dur pour le continent africain. En ce qui concerne l'Afrique, il s'agit d'un représentant de l'Éthiopie, 1 du Maroc, 2 du Kenya et 10 du Nigeria qui ont été écartés de la compétition. Ces athlètes n'ont pas subi les 3 contrôles antidopage inopinés effectués hors compétition et au cours des 10 derniers mois requis par World Athletics. Ce, alors que l'Éthiopie, le Kenya, le Maroc et le Nigeria font partie d'une liste de pays sous surveillance en matière de lutte contre le dopage. N'oublions pas aussi que les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo avaient averti que les sportifs pourraient subir des sanctions financières ou être expulsés des Jeux s'ils enfreignent les mesures de santé, notamment ceux de l'anti-Covid. On savait que les choses allaient être difficiles côté santé, donc véritablement coup dur pour les pays africains qui devront véritablement revoir les ambitions à la baisse. Autre performance africaine, l'unique représentante de la boxe burundaise Onela Hafyarimana a été éliminée dès son premier combat le 29 juillet 2021 en s'inclinant 5-0 face à la Serbe Nina Radovanovic. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.